It's tea time, let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo consacrée à ce week-end spécial Buffy contre les vampires. Et avant de se consacrer uniquement au tournage de la série, je vais quand même vous faire un petit recap concernant les acteurs. Et vu que j'ai déjà parlé de Sarah Michelle Gellar et de Liza Dushku, nous allons commencer par Alyson Hannigan, aka Willow. Elle est née le 24 mars 1974 à Washington et elle a démarré très tôt sa carrière d'actrice à l'âge de 4 ans. On a pu la voir en 88 aux côtés de Seth Green. Je me rappelle, j'adorais ce film. C'est J'ai épousé une extraterrestre avec Dana Aykroyd et Kim Basinger. Ce film est complètement dément. Et suite à ça, elle a enchaîné pas mal de téléfilms et d'apparitions dans des séries télé, mais ce qui l'a vraiment fait connaître, bien sûr, c'est son rôle dans Buffy contre les vampires. Rôle permanent, du tout début jusqu'à la toute fin, elle est là, donc de 97 pour rappel jusqu'à 2003, et en parallèle de son grand succès dans Buffy contre les vampires, elle va également faire partie d'une franchise qui va cartonner aussi au cinéma, c'est bien sûr les American Pie. Michelle, célèbre Michelle avec sa flûte. Donc elle va faire partie d'American Pie 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 si mes souvenirs sont bons. Ouais, le 4, il a été tourné en plus des années plus tard. Donc voilà, quand même gros succès au cinéma avec ces films-là. Côté vie amoureuse, elle est restée 8 ans, de 90 à 98, avec l'ancien batteur de Marilyn Manson, qui s'appelle Ginger Fish. Mais en 99, elle rencontre Alexis Denisov, Wesley dans Buffy, le nouvel observateur, qui après jouera aussi dans Angel. En 99, c'est dans la 3e saison. Ils entament une relation l'année suivante. Ils se fiancent en 2002 et se marient le 11 octobre 2003. Et j'ai eu la chance, l'honneur de la voir au théâtre. C'était en 2004. Ouais, c'était à Londres. Elle a fait Quand Harry rencontre Sally avec notre regretté Luc Perry. J'ai pas tout compris. À cette époque-là, je parlais pas super bien l'anglais. Je vivais à Londres et je voulais absolument les voir sur scène. Magique. J'ai adoré. Le théâtre était magnifique. Vraiment, j'ai encore le flyers d'ailleurs. Il est rangé quelque part, mais j'ai toujours gardé le flyers de ce spectacle. Quoi. J'étais trop contente. Bref, petite parenthèse perso. Mais toujours est-il que la même année, on va aussi la retrouver dans That 70 Show. Et elle, contrairement donc à Liza Dushku, elle a la chance d'avoir vraiment enchaîné 2 gros succès à la télévision, parce que juste après l'arrêt de Buffy contre les vampires, dès 2005, elle décroche un des rôles principaux dans How I Met Your Mother, et ce sur 9 saisons jusqu'en 2014. Franchement, c'est vraiment, je trouve, un truc de dingue d'avoir réussi à avoir 2 séries aussi grosses, parce que bon, How I Met Your Mother, c'est quand même une série assez culte. Je suis pas particulièrement fan, j'ai pas accroché plus que ça, j'ai pas tout vu, mais voilà, quand même, je sais que c'est une série qui est mondialement aimée, par beaucoup de personnes en tout cas. Donc voilà, c'est quand même, je trouve, assez notable, faut le dire. Et bon, donc voilà, 2014, How I Met Your Mother, c'est quand même difficile à dire, se termine. Donc qu'est-ce qu'elle fait? 2 ans plus tard, en 2016, elle remplace Jonathan Ross dans Penn and Teller Food Us, puis elle tourne dans un film qui s'appelle Do You Take This Man. On la retrouve dans un film aussi en 2018, You Might Be the Killer, puis dans un téléfilm Disney, Kim Possible, l'année suivante, et elle aura un rôle récurrent dans une série qui s'appelle Pure. Elle fera ensuite un autre film en 2021 qui s'appelle Flora and Ulysse, également de Disney. Donc la chose qu'on peut retenir, c'est vraiment Buffy contre les vampires et How I Met Your Mother. Après ça, malheureusement, on l'a pas trop revu. Ah oui, et aussi quand même American Pie. C'est vraiment les 3 plus gros succès de sa carrière, ce qui je trouve est déjà pas mal du tout. 9 ans quand même How I Met Your Mother, 7 ans Buffy, c'est beau. Mais depuis, voilà, on ne la voit plus trop malheureusement. Ensuite, nous passons à Nicholas Brandon, Alex. Alors lui, c'est beaucoup plus sombre et compliqué. Alors, il est né le 12 avril 71 à Los Angeles et il a un frère jumeau, Kelly Donovan, qu'on a pu d'ailleurs voir dans un épisode de Buffy contre les vampires, épisode qui s'appelle Le Double, donc c'est vraiment son vrai jumeau, mais également aussi 3 autres frères. Et lui, à la base, il voulait pas devenir comédien, il voulait devenir joueur de baseball, mais il s'est blessé au bras, donc il a dû faire une croix sur cette voie. Et enfin, il souffrait également de bégaiement. Et c'est en fait grâce à ça qu'il a commencé
commencer à faire du théâtre parce que, pour rappel, hein, le théâtre, c'est assez thérapeutique pour les personnes souffrant de bégaiement. Et bah, il va choper le virus, donc il va démarrer sa carrière d'acteur à l'âge de 20 ans. Bon, pendant 2 ans, ça va pas être très florichon, quoi. Il va enchaîner des petits trucs, mais rien de très convaincant, à tel point qu'il décide de laisser tomber pour commencer des études de médecine. Études qu'il va rapidement abandonner. Et là, il va enchaîner les petits boulots, qu'il va faire plombier, concierge, serveur, assistant de production, et ce pendant 3 ans. Et c'est quand il va être renvoyé de son dernier boulot qu'il va décider de retenter sa chance en tant qu'acteur. Bah ça tombe bien, parce que quelques mois plus tard, il décroche le rôle d'Alexander Harris dans Buffy contre les vampires après 4 jours d'audition. Bon, lui pareil, hein, on le voit dans tous les épisodes de la série à l'exception d'un seul, et les problèmes vont commencer. Quand la série va s'arrêter, il va faire un premier séjour pour faire une cure de désintoxication car il a des problèmes d'alcool. Ça commence. Après, on va le voir dans plusieurs films, rien de très fou malheureusement, mais il va obtenir un rôle récurrent dans la série Esprit criminel. En 2009, on va le voir dans un film qui s'appelle Des souvenirs pour Noël, qui pour le coup n'a pas trop mal marché, et ensuite de 2010 à 2011, il a également un rôle récurrent dans une autre série qui s'appelle Private Practice, et il lance dans la foulée sa propre série webcomic qui s'appelle Very Bad Koalas, mais en 2010, il se fait arrêter par la police de Los Angeles après que des personnes aient signalé le comportement d'un individu en état d'ébriété. Bon bah c'était lui. En 2013 et 2014, il va apparaître dans 2 films qui vont pour le coup être bien accueillis par la critique. Ça s'appelle Big Gay Love ainsi que Cohérence. Malheureusement, ces démons le rattrapent et il est arrêté pour vandalisme criminel et va être accusé de 4 délits, dont un chef de résistance à l'arrestation ainsi que 2 chefs de coups et blessures contre un policier et un chef pour vandalisme. C'est pas joyeux, il a rien contesté du tout, hein. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et il a été mis en probation pendant 36 mois et il a dû effectuer 10 jours de travaux d'intérêt général. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc c'était en 2014. Il était dans le hall de son hôtel de Boise, dans l'Idaho. C'était le 18 octobre, un vendredi 18 octobre. Mais il a semé la zizanie, donc il n'était pas très sobre hein, au moment des faits. Il a cassé un objet qui appartenait à l'établissement et quand la police est arrivée, bah, il a refusé de se laisser faire, hein, donc ils ont dû le maîtriser par la force. Et effectivement, là, les photos de son mugshot, hein, on voit qu'il est pas du tout au mieux de sa forme. Et tout ça, c'était seulement 2 semaines après qu'il se soit marié avec Munda T à Las Vegas. Il a présenté des excuses publiques, hein. Il a expliqué que l'incident était le résultat de la consommation d'alcool tout en prenant des analgésiques pour une blessure. Il quitte également à cette époque-là la série Criminal Minds, puis il va avoir un rôle récurrent dans Fake It sur MTV, mais très rapidement en 2015, il se sépare de sa femme et le même mois, il est encore arrêté pour avoir endommagé sa chambre d'hôtel à Fort Lauderdale en Floride. Alors, son porte-parole de l'époque avait publié une déclaration qui disait « Nous sommes conscients que les actions de Nicolas ont une origine beaucoup plus profonde et nous travaillons à créer un environnement sain dans lequel il puisse s'épanouir. Les derniers mois ont été éprouvants et la maladie de Nicolas est dommageable et constante. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir au camp Nick pour assurer son rétablissement. » Mais ça continue. En octobre 2015, il est encore arrêté et inculpé à Saratoga Springs à New York pour vol de méfaits criminels ainsi que d'obstruction respiratoire après avoir prétendument attrapé sa petite amie par le cou. Donc on rajoute violence conjugale au tableau apparemment. Donc il plaide coupable afin d'éviter une peine de prison et une probation d'1 an. Il va être l'invité du Dr Phil, présentateur très célèbre aux États-Unis. Donc ça c'est en 2015 et généralement lui Dr Phil quand il fait venir des gens c'est pour parler de problèmes généralement assez profonds, justement des personnes qui ont eu des problèmes dans leur vie. Et il confie avoir perdu le goût de vivre au point de tenter le pire. Souffrant de dépression et d'anxiété, donc il révèle « Je me suis les veines avec un couteau à steak. Je pense que je voulais être entendu. Je pense que je voulais être aidé parce qu'il y a encore une belle vie à vivre. » Ça fait mal au cœur. Et j'ai pas trouvé réellement d'où venait ce mal-être. Donc
je sais pas. En 2017, on va le voir vite fait dans un film Surge of Power, aux côtés du frère de Julia Roberts, Eric Roberts, et aussi dans un film d'horreur, Redwood, puis dans un film qui s'appelle The Nanny, ainsi que dans Dark Web. Et ça recommence en 2017. Il est encore arrêté pour avoir agressé encore une petite amie dans un hôtel. Il est inculpé en avril 2019 de crime de lésion corporelle à un conjoint. Il plaide non coupable cette fois-ci en premier lieu. Finalement, il accepte l'accord de plaidoyer et il écope donc de 3 ans de probation, 20 heures de travaux d'intérêt général et il s'inscrit à un cours de 52 semaines sur la violence domestique en février 2020. Entre-temps, on le revoit dans un film d'action, Milk and Honey the Movie, dans un court-métrage, Tix, puis dans un autre film, Wanton Want. Donc ça c'est en 2021, mais la même année, en août 2021, rebolote, il est encore arrêté. Alors cette fois-ci, il est accusé de fraude sur ordonnance et de délit pour ne pas s'être correctement identifié auprès de la police. Donc voilà, il a arrêté le 18 août pour avoir omis de signaler et il a fait une embardée sur la route. Et quand il a été arrêté, les policiers ont fouillé son véhicule et ils ont trouvé des médicaments sur ordonnance sous les noms de Nicolas Bender et de Kelton Schultz. Bref, il a fini par être libéré et on ne sait pas s'il a plaidé les 2 chefs d'accusation. Ensuite, là, l'année dernière, en 2022, on l'a vu dans un film d'horreur, Dawn. Et l'été, là, le 16 août dernier, il a été hospitalisé en urgence après un incident cardiaque. C'est pas passé loin. C'est sur Instagram, sa sœur, qui a dévoilé une photo de lui sur un brancard. Et apparemment, il avait déjà eu un incident similaire après sa 2e opération de la colonne vertébrale l'année dernière, donc en 2021, pour son syndrome de la queue de cheval. Alors, je ne savais pas ce que c'était, donc je vous lis pour ceux qui ne savent pas comme moi. Alors, c'est une affection touchant les racines nerveuses dans le bas du dos et du coup, son état s'était aggravé lorsqu'il a été contraint de dormir sur un sol en béton d'une cellule de prison suite à son arrestation pour fraude aux ordonnances. Donc c'est ça en fait qui a ravivé la douleur quoi. Il avait même dû arrêter la promo de son dernier film là, Wanton Want, mais sa sœur a quand même voulu rassurer ses abonnés en disant que cette fois-ci il essaye de se reposer un peu plus et s'est concentré sur ses rendez-vous médicaux. Et voilà, au niveau de sa santé, j'espère vraiment qu'il va faire attention parce que franchement ça ferait de la peine qu'il lui arrive quelque chose. Il est quand même super jeune encore, donc voilà, souhaitons-lui de bien se rétablir et de trouver le chemin du bonheur. Ça fait très neuneux, je sais ce que je dis, mais vraiment c'est ce que je lui souhaite quoi. Ensuite, David Boreanaz, ça sera l'objet d'une autre vidéo plus tard, une autre fois, je ne sais pas quand, mais plus tard. Un petit mot quand même rapide pour Giles, donc Anthony Stewart Head, il est né le 20 février 1954 à Londres. Et lui, il est également chanteur, en plus d'être acteur. Il a fait ses débuts à la télévision britannique en 78, et on l'a vu dans plein de séries télévisées dans les années 80, même aussi des pubs pour Nescafé, et il a donc décroché son rôle de Giles en 1997. Après la série, on a pu le voir dans différentes séries et des films. Ensuite, Dawn, donc Michelle Trachtenberg. Pareil, je ferai une vidéo entièrement consacrée à elle parce que vous me l'avez réclamé, c'est noté, donc ça viendra. Et je clôture les acteurs avec James Marsters, aka Spike. Mon préféré de la série. Alors lui, c'est un acteur, mais aussi un chanteur américain. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas britannique. Il est américain et il est né le 20 août 1962 à Greenville, donc en Californie. Et lui, depuis toujours, il est passionné par le théâtre. Donc il a démarré très tôt sa carrière. En 82, il a intégré la prestigieuse Juilliard School à New York, mais il va se faire renvoyer. Du coup, il part pour Chicago et là, il va jouer dans plusieurs pièces de théâtre. Il va même fonder une troupe avec d'autres comédiens, New Mercury Theatre, et c'est vraiment le rôle de Spike qui va le révéler aux yeux du grand public. Et on va même le retrouver dans la série Angel une fois que Buffy sera terminée. Après l'arrêt des 2 séries, du coup, il va faire plusieurs apparitions dans pas mal de séries quand même, notamment Smallville, Torchwood, Caprica, Warehouse 13, Witches of East End, Supernatural, Marvel's Runaways. On l'a aussi aperçu, il a un petit rôle dans le film PS I Love You. Parallèlement, il fait aussi de la musique. Donc il a un groupe qui s'appelle Ghost of the Robot, dont il est le leader. Donc il sort quelques albums. Il a également fait un film qui s'appelle Chance avec... oh non, je vais pas me rappeler de son nom. Je l'ai pas noté, je viens de m'en souvenir, avec celle qui faisait Tara dans Buffy. Ils ont fait un film tous les deux. Il avait le rôle principal avec elle. D'ailleurs, c'est elle qui avait écrit et réalisé le film. Donc maintenant que je vous ai un peu fait un portrait, un petit résumé
de la vie de nos fameux protagonistes, nous allons maintenant pouvoir passer à la pièce consistante du menu, le tournage de la série Buffy contre les vampires. 3 days later. Et pour cela, j'ai l'honneur d'accueillir parmi nous Binge Doctor, expert en série télé qui va tout nous dévoiler sur les coulisses de cette série mythique. C'est parti. Bonjour Julie, salut les fouines. Je suis très content de parler de Buffy contre les vampires. Je trouve que ça reste la boss des séries, alors que ça fait 25 ans qu'elle est là. Merci pour le coup de vieux. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'avant d'être une série, Buffy était un film qui s'appelait Buffy, tueuse de vampires? Alors oui, mais en France, le film est sorti en 92 sous un autre nom, Bichette la Terreur. Mais non. Et si, en fait, quand Whedon a eu l'idée de Buffy, c'est parce qu'en fait, il voulait supprimer, ou plutôt renverser, le trope de la nana qui sort dans la rue un soir et qui se fait trucider par un monstre. Pour ça, en fait, il s'est beaucoup inspiré des comédies adolescentes un peu fantastiques des années 80, notamment un film qui s'appelle The Night of the Comet, La Nuit de la Comète. Si vous regardez le film, vous avez vraiment tout le prototype de ce que va être la série Buffy contre les vampires. Des répliques très witty, très spirituelles. You were born with that, Doris. You don't need Chuck. Des nanas qui potent le cul des méchants, avec carrément un emprunt direct. Buffy? Stupid dog. Et son idée, c'est d'utiliser les vampires comme une métaphore des problèmes que les adolescents rencontrent quand ils grandissent. Il voulait à la fois être un peu révolutionnaire dans l'approche du film ado, vampire, horreur, mais en même temps, vu qu'il adore le côté série B, des films un peu popcorn, eh bien, il a voulu garder cet aspect-là, qu'on d'ailleurs on retrouve quand même dans le film de 92. Le problème, c'est que un scénariste n'a pas beaucoup de pouvoir sur son film. La réalisatrice et les acteurs ont complètement réécrit le scénario de Whedon, et ils ont transformé sa dramédie de série B intelligente et fun en une espèce de grosse comédie ado, un peu vulgaire. Mais voilà, à l'origine, il avait toutes ses idées en tête, et c'est pour ça qu'il l'a écrit. Sauf qu'on sait tous que le film a fait un bide. Un bide critique, ouais, complètement. La critique, c'est complètement foutu du film, mais un bide commercial, non, parce que le budget était de 7 millions de dollars, et ça a quand même rapporté 17 millions. Le film a fonctionné en fait. J'imagine que c'est une question de goût, mais on est quand même d'accord pour dire que le film n'avait rien d'extraordinaire. Alors je peux comprendre, mais moi personnellement je le considère pas comme un navet, mais comme un nanar. C'est, surtout en VF, ça devient tellement crétin, c'est tellement mal foutu, que ça en devient très drôle. Je suis Marcel, et lui c'est Benoît. Marcel, te va pas mal, tu chauffes. Pourquoi Joss Whedon a-t-il persisté à vouloir en faire une série? Alors il n'a pas persisté. En fait, c'est Gail Berman, la productrice du film original, qui a eu l'idée. Elle avait lu le script original, et une de ses premières pensées, ça a été « Mais ça ferait une bonne série, ça !» 4 ans après, elle est revenue voir Whedon en disant « Écoute, j'ai bien aimé ton script, qu'est-ce que tu dirais d'en faire une série ?» Les intentions de Whedon n'ont pas changé, en fait, entre le film et la série. Il avait vraiment les mêmes envies, les mêmes ambitions, le même amour pour le côté un peu série B, qu'on voit d'ailleurs pas mal en saison 1 d'ailleurs de Buffy contre les vampires. Mais vu que c'était la première fois que Whedon showrunnait une série, il y a eu beaucoup de drama derrière les scènes. Il y en a même eu dès le pilote. Oh, raconte, parce que justement, je l'ai vu le pilote d'origine, et la Willow qu'on connaît, c'était pas la même actrice à l'origine. Oui, tout à fait. Elle était incarnée par une actrice qui a mis fin à sa carrière depuis, qui s'appelait Riff Regan. Sauf qu'en fait, si on voit Regan, elle a un tour de taille qui n'est pas très hollywoodien. Du coup, elle a été recastée par Alyson Hannigan, qui avait la qualité, si je puis dire, d'être dans une minceur plus conforme. Avant le casting de Hannigan, Whedon a carrément essayé d'engager Melanie Lynskey. Par 2 fois, il a tenté d'engager une actrice ronde, et les 2 fois, ça n'a pas marché. Et il y a autre chose, et ça, c'est l'assistant de Whedon qui l'a révélé dans un livre. En fait, Whedon, pour Cordelia, voulait une actrice noire. La chaîne n'a pas voulu. Ah d'accord. En effet, ça aura apporté plus de diversité, quoi. C'est dommage. Mais est-ce que du coup, Joss Whedon était satisfait de ses comédiens? Est-ce qu'ils s'entendaient bien entre eux? C'était compliqué, parce que Whedon a eu un management souvent toxique. Il s'est plusieurs fois disputé avec Sarah Michelle Gellar. Voilà, on sait que, dès la saison 1, ça allait déjà plus entre eux. Gellar avait donné une règle. Elle avait interdit qu'on prononce le nom de Whedon devant elle dès la saison 1.
Bon, c'est pour vous dire à quel point les relations ont vite dégénéré entre eux. Et d'ailleurs, ça allait tellement pas que dès la saison 3, Sarah Michelle Gellar a tenté de quitter la série. Et puis finalement, elle a été convaincue d'y retourner pour des saisons suivantes. Récemment, on a Charisma Carpenter qui a dénoncé pas mal de choses sur le comportement de Joss Whedon. Alors oui, mais ça c'était surtout sur Angel, pas sur Buffy. Mais ça n'empêche pas que sur Buffy, Whedon a été imbuvable envers beaucoup de monde. Dans son plan à lui, Spike ne devait rester que pour quelques épisodes. Et quand il est devenu un favori du public, ça a complètement contrecarré ses plans. Et il était tellement furieux que il a carrément pris James Marsters par la peau du cou, il l'a plaqué contre le mur en hurlant qu'il allait quand même tuer son personnage. Je suis choquée. Est-ce qu'au moins les acteurs entre eux, ils se serraient les coudes? Il y a eu quelques frictions, notamment entre Sarah Michelle Gellar et Charisma Carpenter. Dans l'ensemble, ils s'entendaient plutôt bien entre eux. Il y a même eu quelques petits baisers hors caméra. Ah, justement, j'avais entendu qu'il s'était passé un petit truc entre Sarah Michelle Gellar et David Boreanaz, notamment lors d'une scène où ils étaient en train de s'embrasser, et quand on a crié « coupé », ils ont continué à s'embrasser, quoi. Genre, ils ont rien entendu du tout. Oui, il y a même eu un baiser involontaire entre Eliza Dushku et David Boreanaz, et entre Amber Benson et Alyson Hannigan. Attends, comment ça, involontaire? Je vais laisser la parole aux intéressés. One of my first on-screen kisses, give him this big kiss, and right afterwards I was like, oh, cut, you know, can we take his vampire teeth out? Because they just pierced my tongue, like, and everyone was like, wow, Eliza, you're using that tongue, huh? I was like, what? I'm a method actor. Like, what do you mean? When we come back together, I guess I got a little too into the moment. Yeah, I might have accidentally slipped her the tongue. Est-ce qu'il y a quand même eu des romances entre les comédiens? On sait déjà qu'il y a eu au moins un baiser hors caméra entre Alyson et Nicolas. I think Nick and I might have kissed once. Oh, okay, I like Yeah, it. like off camera. He might have had a boob or something. Oh, Like, yeah. Bon, après, la romance la plus connue, c'est évidemment celle entre Alyson Hannigan et Alexis Denisov, qui jouait Wesley. En fait, ils se sont rencontrés sur le tournage, et Alyson a été redingue d'Alexis, et elle lui a demandé de sortir avec elle assez rapidement. Sauf que Alexis a refusé. Pourquoi? Il a une règle, il sort pas avec une costard. Mais du coup, quand la saison 3 s'est terminée, et que son personnage Wesley est allé dans Angel, la règle ne s'appliquait plus. Donc Alexis est revenu voir Alyson pour qu'ils se mettent ensemble. Et là, elle a dit oui. Non, elle a refusé. Mais non, jure. Oui, Alyson, elle voulait pas attendre. Donc elle s'est trouvée un autre mec à la place. Mais bon, ça a pas trop duré avec ce dernier mec. Donc finalement, elle a rompu. Et enfin, là, Alyson et Alexis se sont mis ensemble. Et ils se sont même mariés en 2003. Et ils sont toujours mariés de nos jours. Ils ont même 2 petites filles de 13 et 10 ans. C'est une belle histoire. Et heureusement qu'il y avait Alexis, parce que 2003, c'était donc la fin de Buffy contre les vampires, au bout de 7 saisons. Et d'après ce que j'ai entendu, ça s'est pas bien passé entre Alyson Hannigan et Sarah Michelle Gellar. Alors oui, parce qu'ils ont appris le départ de Gellar, pas par Gellar elle-même, mais en regardant les magazines et les journaux. Quand tu apprends par les journaux que tu vas être au chômage à la fin de la saison, ouais, ça n'a pas trop plu à tout le monde. Mais bon, normal qu'elle l'ait mal pris. D'ailleurs, pourquoi on n'a jamais vu le spin-off sur Face qui était prévu? Ouais, ça c'est le choix d'Eliza Dushku. Elle ne voulait pas être enfermée dans ce rôle, et donc elle a décliné le spin-off pour pouvoir jouer dans True Calling. Il y avait un spin-off sur Spike qui a été considéré, surtout un spin-off sur Giles, mais sur le jeune Giles, à l'époque où il était Reaper. Vous savez, l'observateur, un côté un petit peu ténébreux. C'est aussi un spin-off qui est tombé à l'eau. Est-ce que dans les comics, on sait avec qui finit Buffy? Oui, on le sait grâce aux comics. Oh, qui? Angel? Spike? Eh bien en fait, elle finit avec... Non, chut. En fait, me dis rien. J'irai voir les comics. Bonne chance. Je les trouve très bien les comics, mais ils sont horriblement chers, ultra durs à trouver, et la plupart sont pas traduits en français. Ouais, mais c'est Buffy, quoi. Ça vaut le coup de se débrouiller pour mettre la main dessus. On parle de Buffy, c'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, selon toi, en quoi Buffy se démarque-t-elle des autres séries? En quoi elle est indémodable? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Elle a fait beaucoup d'épisodes assez révolutionnaires, beaucoup d'avancées sociales révolutionnaires, que ce soit avec un couple lesbien, même 2 couples lesbiens si on compte Kennedy. C'est un peu le modèle de ce qu'on appelle la structure modulaire. C'est-à-dire c'est un épisode égal, une histoire, et en même temps, il y a un arc continu sur toute une saison. Alors ça, c'était un schéma qui datait déjà des années 80 grâce à Electric Blues, mais Buffy,
c'est vraiment un des meilleurs exemples de cette structure. Je pense que pour une série ciblée pour les adolescents, les thèmes qu'elle a traités, même la saison 6 c'est une anomalie complète. Je sais toujours pas comment la saison 6 a pu être produite, tellement voilà, sur les maladies mentales, ce que ça dit, c'était sans équivalent alors. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, je trouve que ça reste plus efficace qu'une série comme 13 Reasons Why. C'est une série qui avait beaucoup d'ambition, y compris voilà, les épisodes concept, hein, l'épisode musical, l'épisode muet, l'épisode The Body, qui est un des plus grands épisodes sur le deuil. C'est juste incroyable. Mais je pense qu'elle a influencé énormément d'autres séries. On sait que voilà, Russell T. Davies, qui a recréé Doctor Who en 2005, il a clairement dit, première influence, Buffy. C'est pour ça qu'il a abandonné le côté pur feuilleton très sérial de la vieille série classique des années 60 à 80, et pour Doctor Who dès 2005, il est reparti sur la fameuse structure de Buffy. Il y a Supernatural aussi, qui est un peu plus sombre, mais quand on entend les commentaires des épisodes dans les DVD de Supernatural, le créateur Eric Kripke n'arrête pas de citer Buffy, il a casté plein d'acteurs de Buffy dedans. Je pense que Buffy, c'est un peu le maître étalon pour comment tu écris des jeunes personnages, comment tu les pousses jusqu'à leurs limites, comment parfois tu transgresses ce qui a été fait avant. Ce qui va rester, c'est le mélange Whedon. Je pense que, en fait, avant Whedon, il y avait très peu de séries qui avaient autant mélangé comme ça, avec autant de virtuosité, la comédie, l'action, l'horreur, l'émotion. Et dans Buffy contre les vampires, tu as tout ça. Plein de scénaristes, plein de showrunners ont repris. Et pas seulement dans les séries pour ados ou pour young adult. Tu trouves ça dans plein d'autres séries pour adultes. Et c'est un miracle même qu'elle ait existé, parce que l'intégralité du tournage de Buffy a été un enfer. Ah oui, c'est que Joss Whedon mettait ses employés sur écoute. Alors c'est vrai, pendant la saison 4, il a en effet mis sur écoute. Attends, on te capte plus là. Allô? Oups. Eh bien écoutez, on va devoir changer de canal. Donc si vous voulez voir la suite de toutes ces aventures, on se retrouve tout de suite sur la chaîne de Binge Doctor. Vous avez le lien en barre d'infos, donc à tout de suite. Mouah. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.